Non, mais par contre, il va y avoir des distributeurs. Effectuer aussi bien des tirs vers l'est que des tirs vers le nord. Pourquoi ces deux tirs? Eh bien, tout simplement parce qu'ils nous permettent d'atteindre deux types d'orbites. Les tirs vers l'est nous permettent d'atteindre ce qu'on appelle l'orbite géostationnaire. Cette orbite géostationnaire se trouve à très haute altitude, à plus de 36 000 km d'altitude. Les satellites que l'on va y placer sont principalement des satellites de télécommunication et des satellites de météo. Mais Ariane 5, elle ne va pas aller géostationnaire. Parce que Ariane 5, c'est avant tout un taxi. C'est un taxi qui va emmener nos satellites dans l'espace. Alors ce taxi Ariane 5, il va emmener le satellite sur une orbite de transfert géostationnaire. En fait, c'est un point calculé bien à l'avance. Il va déposer le satellite sur ce point et ensuite le satellite, avec ses petits moteurs, eh bien, il va naviguer tout seul jusqu'à trouver son orbite finale. Le satellite entièrement autonome, il a été conçu pour ça, donc il va retrouver son chemin tout seul. Pour l'orbite, pour les tirs que l'on lance vers le nord, eh bien, c'est pour atteindre ce qu'on appelle l'orbite polaire. Sur l'orbite polaire, on trouvera principalement des satellites d'observation de la Terre, ainsi que des satellites scientifiques. Cette orbite, en fait, elle se trouve à très basse altitude. On peut poser des satellites entre 200 et 1000 km d'altitude. Est-ce que ça va toujours pour tout le monde? Vous avez des questions? Orbite polaire, orbite géostationnaire? Oui, tout est clair? Oui, oui, c'est bon. La station internationale, elle est à 400 km au-dessus de nos têtes. Donc c'est une, oui, enfin, c'est une enfin c'est même pas une orbite polaire, c'est pas une orbite de transfert géostationnaire. Elle est stationnaire parce qu'effectivement elle reste au-dessus, elle ne bouge pas comme une orbite polaire. En fait, le satellite, le but du jeu, c'est de parcourir, voilà, le plus possible la Terre pour prendre des prises de vue tout comme il faut en fonction de la mission qui lui est demandée. Le satellite sur l'orbite géostationnaire va être fixé au-dessus d'un pays, par exemple les États-Unis, et va bouger en même temps que les États-Unis. Il va rester fixe et stationnaire par rapport à l'endroit qu'on lui a demandé. La station spatiale internationale, elle va plutôt être dans le sens stationnaire, à 400 km au-dessus de nos têtes. Ouais, il a une adresse, quoi. On arrive à la voir, certaines fois. Enfin, il faut vraiment que ce soit... Comme on arrive à voir beaucoup de satellites dans le ciel aussi. Merci Sophie. Alors pour en revenir aux deux types d'orbites, eh bien, à Kourou, il existe deux types d'orbites, ce qui n'est pas le cas pour tous les autres pays, puisque nous ne sommes pas le seul site de lancement, vous en doutez bien. Nous avons effectivement 17 sites de lancement opérationnels, donc les plus importantes avec le Centre spatial guyanais sont bien sûr le Kennedy Space Center, donc vous les avez vus. Ils peuvent tirer uniquement vers l'est, puisque vers le nord, ils survoleraient des zones habitées, ce qui est formellement interdit, bien sûr. Donc Véronique, c'était une fusée sonde qui transportait non pas des satellites, mais du matériel électronique pour mesurer la densité atmosphérique, et aussi pour vérifier la direction et la vitesse du vent. Donc plus de 400 fusées sondes ont ainsi été lancées par la suite. Pendant plus de 30 ans, on a lancé quand même 400 fusées sondes. Et tout à l'heure, je vous parlais alors du site d'aménagement en orbite de Diamant B. De 1970 à 1975, on va assister à 8 lancements depuis Kourou de ce fameux lanceur Diamant B, qui lui aura une masse d'emport de 150 kg. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est une masse d'emport? C'est un lanceur qui a démarré en Australie. Il a subi 3 échecs en Australie. Ils sont venus en Guyane, à Kourou. Malheureusement, ça a aussi été un échec. C'est pourquoi on dit... En visite
visitant le CSG, vous allez découvrir et vivre la réalité d'une base et apprécier l'ensemble des moyens, des compétences qu'il faut mettre en œuvre pour placer en orbite un satellite. Le Centre spatial guyanais, port spatial de l'Europe, réunit toutes les conditions pour être la base de lancement la plus efficace au monde. D'une superficie de l'ordre de celle de l'île de la Martinique, la base est située hors des zones cycloniques, dans le département français de la Guyane, à proximité de l'Équateur. Cette situation lui offre un avantage considérable permettant de placer en orbite géostationnaire des satellites d'une masse 20 à 35% plus élevée que s'ils étaient lancés d'une autre base. De plus, son ouverture sur l'océan permet de viser en toute sécurité toutes les orbites. Avec le Centre spatial guyanais et sa gamme de lanceurs, l'Europe dispose d'un accès indépendant à l'espace lui permettant d'affirmer son rôle de puissance spatiale de premier plan. Son indépendance repose sur 3 acteurs clés, l'ESA, le CNES et Arianespace. L'ESA, agence spatiale européenne, met en œuvre le programme spatial européen. Ces programmes de recherche et de développement offrent un panorama complet de la conquête de l'espace. Astronomie et sciences spatiales, vol habité, système de navigation Galileo, météorologie, observation de la Terre, télécommunications. Dans le domaine des lanceurs, l'ESA finance les programmes de développement Ariane, Vega et Soyouz au CSG. Elle est propriétaire des installations liées aux lanceurs et elle prend en charge une partie importante des coûts fixes du port spatial de l'Europe. Le CNES, l'agence spatiale française, est un acteur majeur de l'Europe spatiale. Il développe des programmes spatiaux dans les domaines de l'observation de la Terre, des applications au service du citoyen et des sciences spatiales. Le CNES gère le Centre spatial guyanais et assure la coordination générale des opérations. Il est responsable pour le compte de l'État français de la sauvegarde sol et vol, de la protection des personnes et des biens et de l'environnement. Arianespace, première société de services et de solutions de lancement au monde, a pour clients les opérateurs du monde entier. Cette zone, elle est réservée à des opérations non dangereuses. Quand je dis opération non dangereuse, ça veut dire simplement sans aucune manipulation d'ergon. Pourquoi des opérations non dangereuses? Tout simplement parce que cette zone se trouve en fait à proximité des bureaux. Est-ce que vous vous personnel? Vous allez prendre la maquette? Sur votre droite maintenant, je pense que vous l'avez tous vu en arrivant, donc c'est 7 et la version ECA qui se passe encore 10 heures. Toujours sur votre droite, les bâtiments que vous allez voir, il s'agit du centre technique. Ce centre technique regroupe en fait tous les services centraux du centre spatial. On peut le découper en 4 zones. On trouvera une zone administrative avec la direction et la sous-direction du CNES, une zone logistique, une zone opérationnelle, c'est le centre de contrôle Jupiter, et la zone d'investigation que vous avez vu auparavant. Dans ce centre technique, on trouvera également une antenne représentative de l'ESA, avec spatial mobile. Tous les bâtiments portent le nom de planète. Voilà, ce sont des militaires. On les a choisis notamment par rapport à leur expérience dans le traitement pour assurer la sécurité des biens et des personnes. C'est pourquoi une formation que l'on doit renouveler chaque année. Ces pompiers sont environ 70 hommes, ils sont répartis sur l'ensemble du site sur 3 casernes. Nous avons une caserne au centre technique, une autre caserne se trouve en zone propulseur, on ne la verra pas, et une autre caserne. Sur votre test de calibrage, et à ce compte-là, vous pensez qu'elle a
spatiale mondiale, avec le lancement du satellite français Astérix en 1965. La base d'Envors était de combien? C'est le bâtiment d'assemblage final et celui qui se trouve un peu plus à l'avant du bus, le BIF, bâtiment intégration en sol. Vous l'avez vu dans le film Campagne, Ariane 5 double voie ferrée pour se rendre jusqu'à sa zone de lancement qui se trouve sur votre droite, délimitée par les 4 pylônes métalliques surmontés de parapluies rouges. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle va parcourir 2 km 800, sera tirée par un camion de 550 chevaux qui roule à 4 km/h. Le trajet fera environ 1 heure et quart. Voilà donc un petit peu voir Ariane 5. Alors on va laisser un petit peu Ariane 5 de côté. On va encore reparler d'Ariane 4. Actuellement, tous les bâtiments que vous allez voir sur votre droite, eh bien, ils étaient consacrés principalement à Ariane 4. Cet ensemble de bâtiments, on l'appelle ensemble de lancement Ariane numéro 2, plus simplement, et la 2. On se voit par an chronologique. Pour des raisons de sécurité. Nous sommes maintenant arrivés devant la zone de préparation d'Ariane 4. Alors, vous voyez ce grand hangar ouvert que l'on voit sur votre gauche et ensemble cette usine de lancement. Et vous pourrez descendre du bus pour prendre des photos que vous voulez. Il faut descendre pour prendre des photos. Ah, Des étages en matière propulsive. Vous voyez les 2 bras gris métalliques qui dépassent de ces tours. Il s'agit des 2 bras cryotechniques qui permettaient d'alimenter le 3e étage en oxygène et hydrogène liquide.
Pourquoi ça t'éclaire? Ah ouais, ça éclaire. Bon bah, c'était mon petit amour pour notre 11e anniversaire de mariage. C'est pour nous. Allez, bon appétit, Nam.